Canada. Beaucoup le connaissent pour le hockey, les bûcherons et le sirop d'érable. Mais au-delà des clichés, il y a un pays rempli de géographie étrange, de lois insolites et de rencontres avec la faune incroyable. Retrouvez tout cela et plus dans l'épisode du jour de MapPack. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et aidez-moi à justifier le temps passé, à regarder des cartes plutôt qu'à faire des choses normales. On commence avec le numéro 50. Malgré l'immense étendue du Canada, près de 90% des Canadiens vivent à moins de 100 miles, soit 161 km, des États-Unis. Il s'avère que construire des habitations et vivre dans la toundra est plus difficile qu'on pourrait le croire. Mais ce ne sont pas seulement les températures glaciales qui empêchent les habitants de s'installer dans le nord du Canada. Le bouclier canadien rend la vie ici très difficile. Bien que cela évoque une équipe de super-héros, le bouclier canadien est en fait une grande zone de roches précambriennes entourant la baie de Hudson. Il couvre la majeure partie de l'est, nord-est et centre-est du Canada. Il s'est formé quand la glace de la dernière ère glaciaire a raclé le substrat rocheux, le débarrassant de tout ce qui le couvrait. Le substrat rocheux ancien exposé près de la surface rend la construction de presque tout extrêmement difficile, en particulier les infrastructures comme les systèmes d'assainissement. Numéro 49. Le bouclier canadien possède également certains des gisements minéraux les plus riches au monde, avec des tonnes de nickel, d'or, d'argent et de cuivre. Et cela a conduit au développement de quelques villes minières dans la région. La plus connue est dans Sudbury, qui, en plus d'être construite sur cette roche riche en minéraux, se trouve au centre de l'un des sites d'impact de météorites les plus anciens et les plus grands du monde. Il y a 1,8 milliard d'années, un astéroïde a frappé le bassin de Sudbury, formant un cratère de 150 km de large, 93 miles, rempli de magma, qui s'est solidifié en un minerai riche en minéraux. Cela a permis à Sudbury de devenir la capitale mondiale de l'extraction du nickel et a lancé l'industrie minière moderne. Numéro 48. Les paysages rudes du Canada sont peut-être à peine habitables pour les humains, mais ils constituent un excellent territoire pour les orignaux. C'est pourquoi le Canada a la plus grande population d'orignaux au monde, avec 500 000 à 1 million de ces animaux géants dans ses prairies et toundras. Avec 1,5 million d'orignaux dans le monde, le Canada en accueille la majorité sur son territoire. Numéro 47. Excellente nouvelle pour ces animaux majestueux, mais possiblement moins bonne si vous conduisez dans la région. C'est probablement une très mauvaise nouvelle si vous êtes un orignal qui s'aventure sur la route. Rien qu'à Terre-Neuve et Labrador, on compte 539 collisions entre des orignaux et des voitures chaque année. La Colombie-Britannique a connu 11 000 collisions entre des voitures et des animaux sauvages, la plupart impliquant des orignaux. Le 8 novembre 2024, la Saskatchewan a atteint un triste record. 5 voitures ont heurté des orignaux en 30 minutes, dans diverses régions de la province. Bravo Saskatchewan, fait numéro 46. Si vous pensiez que seuls les orignaux sont de grands animaux menaçants capables de vous tuer au Canada, détrompez-vous. Montez jusqu'au Manitoba, et vous trouverez la ville de Churchill, la capitale mondiale de l'ours polaire. Ignorant tous les instincts que l'évolution leur a donnés, les visiteurs affluent chaque année dans la région pour voir les ours polaires de près. La région abrite entre 600 et 1000 ours polaires, et connaît plus de 10 observations par jour pendant la haute saison. C'est pourquoi beaucoup des 800 habitants de la ville laissent les portières de leur voiture déverrouillées. Non pas pour faire un tour aux ours polaires, mais pour pouvoir fuir vite s'ils en voient un. Sauf si l'ours bloque l'accès à leur voiture. Bonne chance. Si l'ours attaque un Canadien ou sa voiture, il risque la prison pour ours polaire. Numéro 45, oui c'est réel. En 1983, un centre de détention pour ours polaires a été construit à Churchill, pouvant héberger 28 ours simultanément. Mais il n'est pas destiné à des fins de recherche ou de suivi. Au contraire, il est destiné à assurer la sécurité et la tranquillité des ours polaires et de la population humaine de la région. Au cours des premières semaines de novembre, avant que les ours polaires ne repartent sur la banquise pour chasser, ils sont au plus affamés après avoir passé un été maigre autour de la ville. Cela peut les pousser à s'approcher des habitations humaines pour chercher de la nourriture. Lorsque les autorités sont alertées, elles essaient d'abord différentes tactiques, principalement en utilisant du bruit pour effrayer les ours, et cela fonctionne généralement. Mais si ce n'est pas le cas, les ours doivent être emmenés en prison pendant 30 jours ou jusqu'à ce que la banquise se reforme, selon ce qui arrive en premier. L'agent de conservation Chantal Cadra McLean explique
Nous n'intervenons auprès des ours que si leur comportement risque de provoquer une mauvaise rencontre. C'est la dernière étape pour un ours, car les ours qui ont des rencontres négatives avec des humains doivent être euthanasiés. Numéro 44. Quand on pense à des vacances à la plage, on ne pense pas forcément au Canada. Mais on devrait peut-être, car avec plus de 243 000 km de littoral, le Canada a de loin la plus longue côte du monde. Une partie de cette longueur est due aux côtes des près de 52 500 îles qui font partie du Canada. Pour comprendre à quel point le littoral est vaste, si vous marchiez 20 km par jour, soyons honnêtes, ce n'est sûrement pas votre cas. Il faudrait 33 ans pour parcourir la côte canadienne à pied. Ce n'est pas tout. Le Canada possède aussi la plus longue plage d'eau douce au monde, la plage Wasaga. Fait numéro 43. Le nom du Canada vient d'un malentendu. De quelle langue cela provient-il ? C'est un mot iroquoien, autrefois orthographié et prononcé Kanata. Cela signifiait village ou établissement. Lorsque l'explorateur européen Jacques Cartier est arrivé dans la région en 1533, 2 jeunes Iroquois l'ont dirigé vers leur village de Stadacona, sans comprendre ce que cet homme étrangement pâle qui parlait un charabia voulait. Ils ont fait un geste vers leur village et ont dit Kanata, pour souligner qu'ils l'envoyaient vers une ville. Une barrière linguistique totale entre Jacques Cartier et les Iroquois a entraîné un grave malentendu. Quand les membres de la tribu ont fait un geste en arrière en disant Kanata, ils parlaient simplement de leur village. Jacques Cartier a cru qu'il s'agissait du nom de toute la région, soit ses 3 850 000 miles carrés, 9 098 000 km carrés. Cela a rapidement été suivi par un second malentendu, encore plus grave concernant la question de savoir à qui devait appartenir la terre. Les personnes qui y vivaient depuis des centaines de générations, ou bien l'homme qui venait tout juste d'arriver, ne savaient pas vraiment où il se trouvait, et s'en est quand même attribué la propriété. Mais cela a eu une fin nettement plus atroce. Fait numéro 42. Avant que la Corée du Sud ne le dépasse, en 2024, le Canada était le pays le plus éduqué au monde. 57,5% des Canadiens âgés de 25 à 64 ans ont obtenu un diplôme universitaire, contre 50% des adultes du même âge chez leurs voisins du Sud, les États-Unis. Les statistiques de 2024 indiquent que 66,36% de la population canadienne possède un diplôme d'enseignement supérieur. Le Canada compte des universités prestigieuses comme McGill et l'Université de Toronto, à l'origine de découvertes majeures telles que le radon, la première cellule artificielle, le plexiglas et le premier moteur de recherche internet, Archie. Saviez-vous que le basketball a été inventé en 1891 par le Canadien James Naismith, l'une des grandes inventions canadiennes ? Bien sûr, ce n'était pas un sport aussi avancé à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour être juste, il était à Springfield, Massachusetts, quand il a eu cette idée, enseignant dans un Young Men's Christian Association local. James Naismith a utilisé un ballon de football et 2 paniers à pêche pour créer un jeu amusant pour ses élèves. Ce jeu est finalement devenu un sport que littéralement des centaines de célébrités assises au bord du terrain et des millions de fans chez eux apprécient aujourd'hui. Le gant de baseball a aussi été inventé au Canada en 1883, puis passons à la suite avant d'être critiqué par les fans de sport. Fait numéro 40. De nombreuses séries et films hollywoodiens sont tournés au Canada, ce qui n'est pas surprenant vu le nombre de choses américaines qui sont en réalité canadiennes. Beaucoup de leurs acteurs viennent du Canada à l'origine. Certaines de vos stars préférées, comme Ryan Reynolds ou Céline Dion, sont probablement canadiennes. Mais Jim Carrey, Seth Rogen, Eugène Levy, tous viennent du Grand Nord blanc. Et il en va de même pour Michael Cera, Keanu Reeves, Donald Sutherland, Rachel McAdams, Pamela Anderson et Will Arnett, pour n'en nommer que quelques-uns. De nombreux Canadiens discrets travaillant dans le cinéma américain. Numéro 39, question rapide. Quel est le sport national du Canada ? Vous pourriez penser que la réponse est évidente, le hockey. Et vous auriez en partie raison. Mais ce n'est que le sport national officiel d'hiver du Canada. Le sport national d'été du Canada était la crosse. C'est exact, le sport non officiel des internats de la côte est des États-Unis est canadien. Cependant, il faut préciser que la crosse est en réalité un sport autochtone canadien, puisqu'il a été inventé par les Premières Nations, bien avant que les Européens ne mettent le pied sur ces terres. Appelé à l'origine le jeu du créateur, il avait une forte signification spirituelle pour ses joueurs.
De nombreuses personnes autochtones pensèrent que ce jeu avait des pouvoirs de guérison et servait à enseigner la coopération, le respect et le travail d'équipe aux enfants. On est loin de son évolution actuelle en sport de garçon de fraternité roulant en Porsche. Numéro 38. En parlant des Canadiens autochtones, beaucoup de personnes extérieures pensent bon qu'il n'y a que 2 langues parlées au Canada, n'est-ce pas? Le français et l'anglais? Pas du tout. Les territoires du Nord-Ouest à eux seuls ont 11 langues officielles. Chipewyan, Cri, anglais, français, esclaves du Nord, esclaves du Sud, Inuktitut, Inuvialuktun, Inuinnaqtun, Gwich'in et Twicho. J'espère que j'ai bien prononcé ces noms. De plus, un recensement de 2021 a révélé que 474 langues étaient parlées à travers le Canada, dont 72 langues autochtones. Le reste portait sur des langues non officielles, dont étrangères et langues des signes américaines. Fait numéro 37. Il y a d'énormes mines de diamants dans les territoires du Nord-Ouest ou territoires du Nord-Ouest. En 2019, la région était le 3e producteur mondial de diamants en valeur, grâce surtout à ces 3 grandes mines, Diavik, Ekatin et Gashokwe. En 2022, les territoires du Nord-Ouest ont produit pour 2,17 milliards de dollars de diamants. Elles représentaient environ 3% de la production mondiale de diamants cette année-là. Cependant, plusieurs mines de diamants des territoires du Nord-Ouest ont fermé, et la production actuelle cessera un jour, car les réserves s'épuiseront. En fait, Diavik doit fermer en 2026. Comme les mines emploient beaucoup d'autochtones locaux, cela pourrait poser un problème. Surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sources de revenus dans le nord du Canada, puisque juste à côté, fait numéro 36, le plus grand territoire du Canada, le Nunavut, est tellement vaste qu'il occupe un 5e de toute la superficie du pays, avec un peu plus de 800 000 miles carrés, soit 2 millions de kilomètres carrés. Mais il y a une raison pour laquelle les responsables ont fait de cette vaste terre un seul territoire sans division. Seulement 38 000 personnes y vivent. Le climat est rude, la terre est accidentée et isolée, et la majeure partie est composée d'îles arctiques inhabitées et inhabitables, séparées par de nombreux détroits. Le Nunavut a la plus faible densité de population de toute entité géographique au monde, en dehors de l'Antarctique, avec seulement 0,02 personnes par kilomètre carré. Ce n'est pas surprenant, car, numéro 35, si votre partenaire dit avoir besoin d'espace, conseillez-lui le Canada, 4e pays le moins dense au monde. Bien que le Canada ait une superficie de 3,5 millions de miles carrés, sa population est similaire à celle de la Californie. 41,2 millions de personnes contre 38,4 millions de personnes. Et cela, bien que le Canada soit 25 fois plus grand que l'État américain. Sa densité de population est de 11 personnes par mile carré, soit 4 par kilomètre carré. Mais cela varie même d'une région à l'autre, car Toronto est bien plus densément peuplé que, disons, le Nunavut. Que recouvre la grande superficie du Canada? Bonne question. Fait numéro 34. Le Minnesota est surnommé le pays des 10 000 lacs, mais c'est le Canada qui possède la plus grande superficie de lacs. C'est pourquoi la carte de la partie nord du pays ressemble particulièrement à du gruyère. Le Canada compte plus de lacs que tout autre pays, avec plus de 2 millions recensés. Plus de 563 d'entre eux dépassent 39 miles carrés, 100 km². Nous arrivons ainsi au numéro 33. Ces plus grands lacs incluent le lac supérieur, le lac Huron, le grand lac de l'Ours et le grand lac des Esclaves, qui figurent tous parmi les 10 plus grands lacs du monde. En réalité, le grand lac de l'Ours, d'environ 31 000 km², est plus vaste que la Belgique. Ce n'est pas un hasard si le Canada possède plus de 20% de l'eau douce mondiale, avec 9% de la superficie du pays couverte d'eau douce. Fait numéro 32. D'après Ressources naturelles. Canada. Les forêts canadiennes couvrent 9% des forêts mondiales, soit 1,4 million de miles carrés, 6 millions de kilomètres carrés. C'est le 3e pays le plus boisé au monde après la Russie et le Brésil. Vu la vitesse à laquelle l'Amazonie est brûlée et déboisée, elle pourrait bientôt devenir 2e. En plus de leurs paysages et loisirs, les forêts servent d'immenses puits de carbone. C'est peut-être la raison pour laquelle le Canada figure constamment parmi les 10 premiers pays de l'Organisation de coopération et de développement économique en matière de qualité de l'air au fil des ans, avec le 8e air le plus pur de tous, selon les dernières statistiques.
Fait numéro 31. Au-delà de ses lacs et forêts, le Canada compte plusieurs parcs nationaux plus vastes que certains pays. Nous ne parlons pas de microscopiques pays comme Monaco, mais de vrais territoires comme le Danemark. Le parc national Wood Buffalo s'étend sur 17 000 miles², soit 44 000 km², ce qui le rend plus grand que le Danemark et la Suisse. La réserve de parc national Nahanni, dans les territoires du nord-ouest, couvre plus de 29 000 km², soit une superficie supérieure à celle de l'Arménie. Au total, le Canada compte 48 parcs nationaux et réserves de parcs nationaux, couvrant 3,3% de la superficie totale du pays. Voyons maintenant ce qui entoure le Canada. Parce que le fait numéro 30, la Russie, le plus grand pays du monde par superficie, partage ses frontières avec plusieurs nations. Sa frontière la plus longue, avec le Kazakhstan, mesure plus de 4200 miles, 6700 km. C'est impressionnant. Mais cela reste loin de la frontière États-Unis-Canada, longue de près de 8800 km, la plus longue frontière internationale. Aucune frontière aussi longue ne peut rester stable avec des outils primitifs, de vieux différends territoriaux et des erreurs de cartographe. La frontière présente des irrégularités, comme le Northwest Angle, une partie du Minnesota enclavée au Canada, en raison de difficultés de délimitation sur un lac, et coupe parfois directement des villes, des maisons, ou même des bâtiments comme la Haskell Free Library and Opera House. Bien sûr, les relations entre ces deux voisins n'ont pas toujours été aussi amicales. Fait 29. Les États-Unis ont envahi 2 fois le Canada. La première fois, c'était en 1775 avant que les États-Unis n'existent. L'invasion s'est produite pendant la guerre d'indépendance. Les révolutionnaires américains voulaient empêcher les Britanniques d'utiliser le Canada pour attaquer les colonies. S'ils atteignaient cet objectif, ils pourraient annexer le Canada comme 14e colonie. Ils pensaient que les Canadiens français soutiendraient leur cause. Et mon Dieu, ils ont été cruellement déçus. Ils ont affronté une résistance constante des Canadiens locaux, et des peuples autochtones à Montréal ont perdu la bataille de Québec et ont dû se replier vers leur colonie d'origine. Les États-Unis ont de nouveau envahi le Canada en 1812, ayant déclaré la guerre à la Grande-Bretagne dont le Canada était encore une colonie. Nous en reparlerons plus tard. Les États-Unis reprochaient à la Grande-Bretagne de soutenir la résistance autochtone à l'expansion américaine et de limiter leur commerce avec la France, alors en guerre avec la Grande-Bretagne. Plusieurs tentatives d'envahir et d'annexer le Canada se sont soldées par des échecs humiliants. De plus, ces tentatives ont renforcé le sentiment d'identité canadienne, distincte des autres Européens d'Amérique du Nord. Fait numéro 28, étonnamment, ce ne fut pas la dernière tentative des États-Unis d'annexer le Canada. Le président William McKinley a instauré en 1890 le tarif McKinley, qui a relevé les droits de douane moyens à 50%, refusant une exception pour le Canada, dont l'économie était alors étroitement liée aux États-Unis. McKinley et son administration espéraient que la pression des droits de douane inciterait le Canada, alors colonie britannique, à rejoindre les États-Unis comme 45e État. Au lieu de cela, les Canadiens se sont fâchés, vraiment fâchés, très fâchés. Ils ont qualifié les droits de douane américains d'agression non provoquée et ont réorienté leur économie vers plus d'échanges avec la Grande-Bretagne, accordant même un statut préférentiel aux importations britanniques. Des industriels américains ont déplacé leur entreprise au Canada pour éviter les droits de douane. Globalement, les droits de douane ont eu l'effet opposé à ce que William McKinley attendait. Passons au numéro 27. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle conquérir le Canada serait une mauvaise idée au-delà de sa taille immense. Vous pensez sûrement que les Canadiens sont polis et bien élevés, non ? À moins d'avoir déjà vu un match de hockey, vous n'avez peut-être pas vu cette autre facette des Canadiens. La même facette montrée par les soldats canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient tellement impitoyables au combat, attaquant les tranchées et exécutant des soldats qui se rendaient, et bien plus encore, que certaines parties des conventions de Genève de 1949 ont été inspirées par eux. Les troupes allemandes, britanniques et américaines les prenaient pour des psychopathes et estimaient qu'il faudrait sans doute créer des lois contre la méthode canadienne de faire la guerre. Les soldats allemands appelaient les Canadiens Sturmtruppen, soit troupes d'assaut, durant la Première Guerre mondiale. Les soldats du Nord se sont fait une réputation similaire durant la Seconde Guerre mondiale, prenant peu de prisonniers et tuant de nombreux ennemis. Les Canadiens ont aussi combattu avec les Américains dans la première force de service spécial, appelée Brigade du Diable.
Pendant la bataille du Monte la Defensa, ils étaient si agressifs que leur commandant américain voulait les traduire en cour martiale, alors que c'étaient ses propres soldats en pleine guerre mondiale. En 1949, le Canada a signé et ratifié l'une des conventions de Genève, que certains Canadiens surnomment avec humour les suggestions de Genève. Numéro 26, il semble que les lois ont fonctionné. Parce que de 1973 à 2022, le Canada a eu l'une des querelles les plus courtoises de l'histoire du monde avec le Danemark. Les deux pays se disputaient une parcelle de terre arctique, appelée l'île Hans, qui se trouve exactement sur la ligne de démarcation entre le Canada et le Groenland. Par se disputer, ils envoyaient tour à tour quelqu'un pour remplacer le drapeau de l'autre pays, planter le leur et s'offrir des alcools venus du pays adverse. Les Danois vont dans l'Arctique, plantent leur drapeau et rapportent du whisky de seigle canadien. Pendant ce temps, les Canadiens font la même chose, à la seule différence qu'ils ramènent de l'aquavit danois pour le voyage de retour. Le différend le plus amical du monde a pris fin le 10 juin 2022 lorsque les deux parties, fatiguées, ont décidé d'arrêter de visiter un minuscule îlot inhabité dans un détroit arctique. Ils ont donc signé un traité pour partager l'île. Nous n'en sommes qu'à la moitié, et jusqu'à présent nous avons enfermé des ours polaires, longé l'immense côte du Canada, et appris pourquoi il ne faut jamais se mettre un Canadien à dos. Encore plus de faits incroyables à venir. Fait numéro 25. Le Canada n'est officiellement devenu indépendant qu'en 1982, bien après que la plupart des colonies africaines et sud-américaines aient obtenu leur liberté. Jusqu'à cette date, le pays restait techniquement sous domination britannique pour les questions juridiques et constitutionnelles. Ils étaient devenus indépendants par étapes. Autonomie gouvernementale en 1867, plus d'autonomie législative en 1931, puis indépendance totale. Dans les années 1980, même les Britanniques se désintéressaient des colonies. Le 7 avril 1982, la reine Élisabeth II a promulgué la loi constitutionnelle, la dernière étape de l'indépendance du Canada. D'ailleurs, elle avait vécu plus longtemps que le Canada n'avait été pleinement indépendant. Sur l'indépendance, numéro 24, les groupes de libération du Québec ont déjà été très extrêmes. Le Front de libération du Québec, a fait exploser plus de 200 bombes entre 1963 et 1970. Voyant que leurs explosions constantes ne faisaient pas avancer l'indépendance québécoise, ils ont rapidement intensifié leurs actions, ce qui a mené à la crise d'octobre. En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec ont enlevé le ministre Pierre Laporte et le diplomate britannique James Cross. Pierre Trudeau, Premier ministre canadien et père de Justin, a invoqué la loi sur les mesures de guerre, une décision inédite en temps de paix, soutenue par Robert Bourassa, Premier ministre du Québec. La police a arrêté 497 personnes et négocié la libération de Cross. Malheureusement, le Front de libération du Québec a assassiné Laporte. Malgré la fin de ces actions violentes, une étude de 2024 montre que 23% des Québécois se disent encore souverainistes. Un sondage de Le Devoir montre que 38% des électeurs soutiendraient la souveraineté du Québec. Le Canada doit encore gérer son petit mouvement séparatiste. Mais le pays a déjà été impliqué dans des conflits bien plus sanglants, comme les guerres des castors. Ces guerres ont eu lieu sur une période de 92 ans au XVIIe siècle. Bien que leur nom puisse paraître amusant, ces conflits comptaient parmi les plus sanglants d'Amérique du Nord. Dans la région des Grands Lacs, les Français, Hollandais et Anglais échangeaient surtout des armes et produits contre des peaux de fourrure, surtout de castor. La Confédération iroquoise a affronté les tribus algonquines, alors que les terrains de chasse s'épuisaient, avançant du New York vers le Canada. Ils voulaient contrôler plus de routes, dans le commerce des fourrures. Les puissances coloniales se sont rapidement impliquées, transformant cela en un conflit beaucoup plus vaste. Au 4 août 1700, un des milliers de personnes étaient mortes. De grandes confédérations tribales ont disparu, et les castors ont presque été exterminés par la chasse. Ainsi, 1300 représentants de 39 nations autochtones et le gouverneur de la Nouvelle-France se sont réunis pour mettre fin à la guerre en signant le traité de Montréal. La paix a duré 53 ans entiers, jusqu'à ce que la guerre de la conquête relance de grandes batailles entre Européens et peuples autochtones. Fait numéro 22. Sur une note plus légère, le Canada a un barrage de castors visible depuis l'espace. Après les guerres sanglantes menées contre eux,
la population de castors s'est lentement rétablie, et on les trouve aujourd'hui partout au Canada. En Alberta, dans le parc national Wood Buffalo, un barrage de 853 mètres, 2800 pieds, a été construit. Il a d'abord été repéré sur des images satellites, car il est situé dans une zone très isolée du parc, accessible seulement après plusieurs jours de marche dans des zones humides. L'avant du barrage mesure la longueur de 7 terrains de football et retient l'équivalent de 92 000 camions-bennes d'eau venant des montagnes Birch. Numéro 21, le Canada a de nombreuses caractéristiques géographiques remarquables découvertes grâce à Google Earth, car elles sont très inaccessibles, notamment la plus grande île du monde située dans un lac sur une île, elle-même dans un lac sur une île. Mesurant environ 4 acres, soit 1,6 hectares, l'île se trouve à 75 miles, soit 120 km à l'intérieur des terres, sur l'île Victoria au Nunavut, qui elle-même est la 8e plus grande île du monde. Elle a été découverte le 21 août 2014 grâce aux images de Landsat 8. À la connaissance des scientifiques, personne n'y est jamais allé. Vous pouvez donc la découvrir vous-même, et être le premier à fouler la plus grande sous-île du monde. Numéro 20, puisque vous êtes déjà dans le nord glacé du Canada, autant aller voir la plus grande concentration de pingos au monde. Non, vous avez bien entendu. Qu'est-ce qu'un pingo ? C'est une colline conique glacée du pergélisol, créée par la glace poussant vers le haut sous la surface. Dans la région du delta du Mackenzie, dans les territoires du nord-ouest, vous trouverez plus de 1300 pingos. Il suffit de parcourir 86 miles. Depuis Inuvik, prenez l'autoroute Inuvik-Tuktoyaktuk, garez-vous, puis prenez un bateau jusqu'aux Pingos entourés d'eau. Ou regardez plutôt ces photos. 19. En géologie, le Canada possède les plus anciennes roches de la Terre. Elles sont tellement anciennes, en fait, qu'elles ont 250 millions d'années de plus que les prochaines plus vieilles roches. Au nord du Québec, sur la rive est de la baie de Hudson, des géologues ont découvert du substrat rocheux exposé, daté entre 3,8 et 4,28 milliards d'années, appelé ceinture de roches vertes de Nouveau-Agitouk. Certains scientifiques affirment que l'Acostanis, découvert aussi au Canada dans les territoires du nord-ouest, serait la plus vieille roche terrestre, bien qu'elle soit datée à seulement 4,03 milliards d'années. Ils soutiennent que la méthodologie de datation était incorrecte pour la ceinture de roches vertes. Quoi qu'il en soit, le Canada possède les roches les plus anciennes du monde. Fait numéro 18. Si vous cherchez la plus ancienne chose urbaine encore existante en Amérique du Nord, il y a de fortes chances que vous la trouviez aussi dans les provinces canadiennes françaises. La ville de Québec est la seule ville fortifiée du continent au nord du Mexique, et en son sein se trouve la plus ancienne rue commerciale du continent, car celles des peuples autochtones ont pour la plupart disparu depuis longtemps. Elle s'appelle la rue du Petit Champlain, et elle est un centre commercial de la ville depuis le XVIIe siècle. Elle avait commencé à décliner dans les années 1900, tombant en ruine et pauvreté, jusqu'à ce que Jacques de Blois et Géry Paris achètent certains bâtiments et la revitalisent en 1976. En 1985, prêts à prendre leur retraite, eux et les commerçants locaux voulaient en préserver l'énergie et le caractère du quartier. Ainsi, les propriétaires d'entreprises locales se sont regroupés pour racheter la zone et ont signé une charte le 25 novembre 1985 qui a créé la coopérative des artisans et commerçants du quartier Petit Champlain, ou ceci dans le français original. Cela a protégé ce quartier historique et l'a gardé entre les mains des créateurs locaux et petits commerçants pendant des décennies. Cependant, numéro 17. Si vous voulez aller visiter les vestiges de la plus ancienne colonie européenne au Canada, vous devrez vous rendre à Lance aux Meadows, qui date d'environ 1021 après Jésus-Christ. Dans ce site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, vous trouverez un ancien campement viking, découvert pour la première fois lorsque des archéologues ont repéré les fondations de 8 bâtiments nordiques, datant d'environ le XIe siècle après Jésus-Christ. En plus de rappeler les bâtiments d'Islande et du Groenland de l'époque, des objets comme une épingle en bronze, des aiguilles en os et une lampe à huile en pierre ont confirmé l'origine nordique de la colonie. Les archéologues ont conclu que la vie dans cette partie du monde était difficile pour les Vikings. Ils disposaient de ressources limitées, étaient en conflit constant avec les tribus autochtones et peinaient à rester en contact avec le Groenland. Cela les a finalement amenés, littéralement,
à retourner d'où ils venaient. 16e fait. Beaucoup d'étrangers pensent que les États-Unis et le Canada sont similaires, mais ils fonctionnent en réalité très différemment. La langue, les soins de santé, la gravité. Oui, il s'avère que le Canada a une petite pénurie de gravité dans la région de la baie de Hudson, qui, pour une raison quelconque, a 0,05% de gravité en moins que ce qu'elle devrait avoir. La déficience de gravité a été mesurée pour la première fois dans les années 60, bien que la cause fasse encore débat parmi les scientifiques. Selon une théorie, la calotte glaciaire laurentidienne, qui couvrait autrefois cette partie du Canada sous 3,2 km de glace, était particulièrement épaisse ici, et a modifié l'attraction gravitationnelle naturelle. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez à perdre ce dernier minuscule 4 millième de pourcent de votre poids, vous pouvez toujours monter jusqu'à la baie d'Hudson, et voir enfin le chiffre sur votre balance baissée. Si vous vivez un moment au Canada, vous devrez peut-être perdre quelques kilos. Selon vous, l'Omaguinote, dans quel secteur alimentaire le Canada est-il numéro 1 mondial? La poutine? Si vous en mangez beaucoup en un an, vos artères se rendraient. Le Canada est le plus grand consommateur de beignets au monde. Le pays consomme plus d'1 milliard de beignets chaque année, ce qui peut expliquer pourquoi il compte plus de 4000 boutiques de beignets sur son territoire. C'est le plus grand nombre de boutiques de beignets par habitant au monde, selon ceux qui mesurent cela pour une raison inconnue. 14e fait. Passons maintenant à ce qui est sans doute le produit alimentaire canadien le plus connu, le sirop d'érable. Le Canada aime tant les érables, et le sirop d'érable que leur drapeau porte une feuille d'érable. Ce serait comme si le drapeau américain avait un épi de maïs ou un hot dog sur ses étoiles et bandes. Mais le pays n'aime pas seulement le sirop d'érable, il en produit plus de 70 à 73% dans le monde entier, avec la grande majorité fabriquée au Québec. En 2024, cela représentait 19,9 millions de gallons, soit 90,4 millions de litres, dont 18 millions produits au Québec. La même année, le Canada a exporté 11,8 millions de ces gallons, soit 53,6 millions de litres, rapportant 715,9 millions de dollars de revenus d'exportation pour ce condiment sucré et épais, destiné aux crêpes. De nombreuses érablières au Canada sont de petites entreprises familiales transmises de génération en génération, faisant de ce processus de production une grande fierté du patrimoine culturel canadien. Numéro 13. Le sirop d'érable est si précieux au Canada qu'il a été au cœur du grand vol de sirop d'érable, l'un des crimes les plus marquants du pays. Même si cela évoque une enquête de Scooby-Doo, le grand vol de sirop d'érable fut un crime majeur, où des voleurs ont dérobé 18 millions de dollars de sirop. Et comme on ne peut pas vraiment fourrer du sirop d'érable dans quelques sacs de sport et s'enfuir, ils ont dû le voler intelligemment. Pendant plusieurs mois en 2011 et 2012, ils ont siphonné le sirop des barils d'un entrepôt au Québec, le remplaçant peu à peu par de l'eau. Ensuite, le sirop d'érable a été vendu sur ce qui est sans doute le marché noir le plus sain du Canada et des États-Unis. Au total, 3000 tonnes de sirop d'érable ont été dérobées. Plusieurs personnes ont finalement été retrouvées et arrêtées, et le chef de cette équipe de braquage a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 9,4 millions. Fait numéro 12. Savez-vous ce que le Canada produit aussi en grande quantité? De l'uranium. Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Le Canada est le deuxième producteur mondial d'uranium, derrière le Kazakhstan, qui assure près de la moitié de l'approvisionnement mondial. Le Canada contribue à environ 13% de la production mondiale d'uranium, principalement provenant de la mer Athabasca en Saskatchewan, qui regorge de gisements d'uranium de haute qualité. Ce n'est pas la seule chose impressionnante des mines canadiennes. Numéro 11. Saviez-vous que le Canada possède la plus ancienne nappe d'eau connue au monde? Eh bien, des scientifiques ont découvert ce fait en 2016, lorsqu'ils exploraient près de la mine Kidd en Ontario. À 3,2 km sous la surface, soit 2 miles, des scientifiques ont trouvé une nappe d'eau vieille de 2 milliards d'années. Ils ont daté cette eau en analysant les gaz dissous comme l'hélium et le néon, et cette découverte a rendu les chercheurs euphoriques. Cela suggère qu'une ancienne forme de vie aurait pu exister dans ces environnements extrêmes, profondément sous terre, il y a des milliards d'années. Nous sommes dans le top 10, et si tu trouvais les précédents fous, attends. Fait numéro 10. C'est assez incroyable qu'il y ait de la vie dans ce pays, parce que le Canada est froid. C'est choquant, on sait. Mais ce n'est pas juste le froid où il faut fermer sa veste. Certaines villes en base au Canada peuvent geler à un point tel qu'on a littéralement l'impression d'être sur Mars.
L'une des températures les plus froides jamais enregistrées au monde l'a été dans le village de Snag, au Yukon. Le 3 février 1947, le thermomètre a atteint une température glaciale de moins 81,4 degrés Fahrenheit, soit moins 63 degrés Celsius. Cela correspond à la température moyenne de Mars, oscillant entre moins 207 et moins 70 degrés Fahrenheit, soit moins 133 à 20 degrés Celsius. Et les gens trouvent normal de vivre ainsi en ville. Fait numéro 9. Longyearbyen, Svalbard en Norvège, est souvent considérée comme la colonie permanente la plus au nord du monde, mais ce n'est vrai que pour les colonies civiles de plus de 1000 habitants. L'endroit habité en permanence le plus au nord sur Terre est Alert, Nunavut, qui compte 55 habitants, principalement sur sa base militaire à l'extrémité nord de l'île d'Elmer. Quelques scientifiques vivent aussi ici, étudiant tout, de l'environnement arctique à la raison pour laquelle quelqu'un choisirait de vivre à plus de 500 miles, soit 800 km, du pôle Nord. Le mois le plus chaud atteint seulement 3,4 degrés Celsius, 38,1 degrés Fahrenheit. Fait numéro 8. Puisque le Nunavut manque apparemment de personnes mais regorge de choses qui voudraient vous tuer, il abrite aussi la plus grande chute verticale du monde, située sur la montagne au nom épique, le mont Thor. Si vous escaladez cette grande montagne, vous voudrez peut-être faire attention à où vous mettez les pieds. La montagne a une falaise de 1250 mètres, 4100 pieds. Elle a un angle de 105 degrés, ce qui signifie qu'elle s'incline vers l'extérieur à mesure qu'elle monte, ne vous laissant rien à quoi vous accrocher, et absolument aucun espoir si vous tombez du sommet. Fait numéro 7. Le Canada possède sa propre mer morte, mais en toute convivialité, il l'appelle le lac Little Manitou. Grâce à sa salinité de 18% 5 fois celle de l'océan, il est possible de flotter sur le lac. Situé en Saskatchewan, le lac est alimenté par des sources souterraines et couvre 13,3 km². Il est devenu aussi salé parce que c'est un lac terminal, ce qui signifie qu'il est constamment alimenté par des sources, mais l'eau ne s'en écoule pas. L'eau du lac s'évapore, laissant de fortes concentrations de sel. Fait numéro 6. Le Canada possède la plus grande île d'eau douce au monde, l'île Manitoulin, qui compte elle-même 108 lacs d'eau douce, tout en étant située dans le lac Huron. C'est un peu l'inception des îles. L'île fait 100 miles, soit 160 et 1 km de long, et mesure un peu moins de 1100 miles carrés, soit environ 2800 km². Elle possède une riche biodiversité, ainsi que des siècles d'histoire autochtone, puisqu'elle était contrôlée par le peuple Anishinaabe, y compris les Odawa, faisant partie d'une alliance plus large connue sous le nom de la Confédération des Trois Feux. Ils croyaient qu'un esprit appelé Manitou habitait l'île. La terre a finalement été cédée à la couronne britannique en 1836. Fait numéro 5. Le Canada abrite plusieurs des plus grandes îles du monde, dont Victoria et Ellesmere, presque aussi grandes que l'Angleterre. Pendant ce temps, l'île de Baffin, la 5e plus grande île du monde, est juste un peu plus petite que l'ensemble du pays de la Thaïlande. Les deux autres figurent toujours parmi les 10 premières au niveau mondial. La plupart de ces grandes îles se trouvent dans l'archipel arctique, au nord-est du Canada, la partie du pays qui semble être en train de se détacher vers le pôle Nord. Fait numéro 4. La baie de Fundy, entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, a les plus grandes marées du monde, en raison de sa forme en V qui comprime les eaux de la marée, arrivant 2 fois par jour par son extrémité nord ouverte. Cela fait monter la marée de 16 mètres, soit 52 pieds, un niveau d'eau qui recouvrirait largement le célèbre panneau Hollywood. Tourisme Nouveau-Brunswick indique que 160 milliards de tonnes d'eau de mer entrent et sortent chaque jour de la baie. Troisièmement, le bourdonnement de Windsor est l'un des plus grands mystères canadiens du XXIe siècle. Un bourdonnement inexpliqué et franchement très agaçant, persistant, que toute la ville de Windsor pouvait entendre par intermittence depuis 2011. Ce bourdonnement de basse fréquence a poussé les habitants de cette ville frontalière au bord de la folie. La solution est venue de toute autre chose, de la pandémie. Les confinements ont obligé U.S. Steel à cesser ses activités sur l'île Zug. Et tout d'un coup, le bourdonnement a soudainement disparu. Et tous ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'opérations militaires top secrètes ou de sites d'objets volants non identifiés ont tous été un peu déçus en même temps. Fait numéro 2. L'Alberta est obsédée par les rats.
Ou plus précisément, avec le fait de les empêcher d'entrer. La province est fièrement exempte de rats depuis les années 1950, lorsque ces nuisibles ont commencé à s'infiltrer depuis la Saskatchewan, et que l'Alberta a tout fait pour s'assurer qu'aucun ne reste. Ils ont lancé un programme anti-rats, avec patrouille, et un système de signalement, signaler toute présence de rats. Un programme similaire à New York entraînerait 500 appels par minute, mais en Alberta ça a marché. Aujourd'hui, il est même interdit de posséder un rat domestique dans la province. Et enfin, fait numéro 1. Dans les années 1950, l'aéroport le plus fréquenté au monde se trouvait à Gander, à Terre-Neuve, qui accueillait plus de 13 000 vols par an à l'époque. Vous pensiez sans doute à New York, Londres ou Paris, mais à l'époque, les avions de passagers n'avaient pas autant d'autonomie. Terre-Neuve s'avance loin dans l'Atlantique, ce qui en faisait le point de départ idéal pour les premiers vols transatlantiques. À l'époque, la capacité limitée en carburant signifiait que des étapes plus courtes étaient essentielles. De Gander à Londres, il y a environ 3300 km. C'est bien plus simple que de partir de Boston, situé à environ 3300 miles, soit 5300 km. Steve. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.